Good morning, good afternoon, good evening to you. Bonjour, bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous. Bienvenue, je suis Malinda Brown et j'ai le plaisir de vous accompagner pour les 2 heures à venir. Donc, quelques points logistiques avant que nous ne commencions. Vous avez probablement entendu les commentaires de Pascal, soit en anglais, soit en français, mais l'interprétation est également disponible en espagnol et en français pour la session d'aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu à l'écran précédemment, il y a un bouton en bas à droite de votre écran de Zoom avec une petite planète. Vous pouvez cliquer dessus et vous devriez pouvoir activer la fonction interprétation si vous en avez besoin. Un autre point logistique, je vais lancer la première session de notre deuxième journée dans quelques instants. Nous sommes to interact ravis with d'entendre vos as many questions, of vos you as commentaires et possible during the d'interagir avec course of this vous session. So if au you would like maximum au cours de to cette raise session. Donc, si vous le souhaitez, si vous avez une question, si vous avez un commentaire concernant la présentation à l'écran, vous pouvez le faire, vous pouvez lever la main et vous pouvez poser la question directement ou vous pouvez utiliser la fonction de messagerie instantanée, de chat, et nous essaierons de vous répondre le plus rapidement possible. Gardez à l'esprit que nous sommes tous en ligne, donc parfois il y a des difficultés à l'heure de vérifier toutes les questions sur le chat. Donc, s'il y a un petit délai de réponse, ne vous inquiétez pas, nous vous répondrons, nous regardons régulièrement s'il y a de nouvelles questions sur le chat. Donc, ne vous impatientez pas si nous ne répondons pas immédiatement à vos commentaires ou vos questions. Eh bien, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. Bienvenue à nouveau à cette session sur les pays en développement et le cadre inclusif OCDE G20 sur le BEPS et le rapport de l'OCDE à l'intention des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale du G20 qui a été rédigé l'an dernier. Pour commencer, je souhaite lancer une présentation pour que vous en sachiez un petit peu davantage sur ce rapport, sur ce que nous avons fait depuis la publication de ce rapport l'an dernier. Alors, donnez-moi une petite minute, j'essaie de partager mon écran. J'espère que vous pouvez voir ma présentation à l'écran. Je suis sûre que certains me le diront si ce n'est pas le cas. Tout va bien, Melinda. OK, super, merci pour la confirmation. Donc, l'an dernier, sous la présidence italienne du G20, on a demandé à l'OCDE de publier ce rapport qui a examiné la participation des pays en développement au cadre inclusif sur le BEPS. C'était vraiment le moment le plus opportun l'an dernier, en 2021, puisque cela faisait 5 ans que le cadre inclusif avait été lancé. Et bien sûr, l'an dernier était également un moment critique et très exaltant parce que nous avons vu des discussions de haut niveau qui ont donné lieu à la solution à 2 piliers qui est extrêmement novatrice pour répondre aux défis de la numérisation de nos économies. Donc, dans le contexte de ce travail très difficile que nous avons mené sur la solution à 2 piliers, eh bien, à ce moment, le multilatéralisme était plus important que jamais. La solution à 2 piliers n'avait aucun espoir de fonctionner sans ce niveau d'engagement multilatéral. Dans le même temps, il était également clair qu'avec une adhésion de 131 juridictions, eh bien, ce cadre inclusif couvrait vraiment une large diversité, une large gamme de pays différents avec différents niveaux de capacité, des économies différentes, des priorités différentes. Et donc, s'assurer que nous étions tous sur un pied d'égalité dans ce cadre inclusif pour qu'il soit réellement inclusif de façon pratique était un défi en soi. Je suis sûre que bon nombre d'entre vous qui viennent de pays membres du cadre inclusif, vous en êtes conscients. Le secrétariat
de l'OCDE se réjouissent du mandat du G20 pour se pencher sur ces questions. Nous avons vu que c'était très important, même avant, nous en avions conscience, même avant de commencer à rédiger ce rapport. Nous souhaitions que tous les membres du cadre inclusif bénéficient de ce cadre et qu'ils puissent continuer à avancer ensemble de façon tout à fait multilatérale. Et la division développement mondial, nous souhaitons vraiment aider les pays en développement à renforcer leur capacité. Et nous nous sommes donc réjouis d'avoir l'occasion de pouvoir se pencher sur les avancées de ces pays en ce qui concerne tous les aspects du cadre inclusif et du BEPS. Évidemment, il y a eu de nombreux contrôles qui ont été menés au cours des 5 dernières années sur les standards minimums de BEPS. Donc, les revues par les pairs, etc. Celles-ci se tiennent tous les ans. Mais je pense qu'une partie cruciale de ce rapport était qu'il ne se penchait pas seulement sur ces standards, ces normes minimales, se penchait également sur tous les aspects du plan d'action BEPS, y compris les domaines que les pays eux-mêmes peuvent trouver, n'ont pas fixés comme priorité et qui sont parfois minimales ou non d'ailleurs. Il était important d'envisager que, bien que ce cadre a très explicitement au sein de son mandat le fait que tous les États membres soient sur un pied d'égalité, il faut aussi garder à l'esprit que ce cadre en lui-même est généré par le mandat du G20. Donc, le fait que nous ayons ce cadre inclusif et qu'il s'agisse du forum de discussion des normes fiscales internationales, c'est déjà un changement crucial, c'est déjà une avancée cruciale en matière de fiscalité internationale et d'architecture fiscale internationale. Mais le large éventail de membres avec leurs priorités, leurs capacités différentes est évidemment un défi. Je vais juste essayer de passer à la diapositive suivante. Ah, je vous prie de m'excuser, j'ai perdu ma présentation, juste une minute. J'essaie de retrouver mon écran. Je vous prie de m'accorder votre patience pour ces aléas techniques. Melinda, est-ce que vous préférez que je partage l'écran moi-même? Non, j'aimerais mieux le faire moi-même. Bon, alors, je vais arrêter de partager mon écran et je vais recommencer. Je vous prie de m'excuser. Alors, j'espère que maintenant, vous pouvez voir la deuxième diapositive à l'écran. Sur cette deuxième diapositive se trouve une citation de la déclaration des dirigeants du G20. Il s'est tenu fin octobre 2021 et j'ai inclus cette citation parce qu'elle est assez inhabituelle pour un sommet de ce genre. Il est rare que l'on note cela lors de la déclaration des dirigeants et cela montre l'importance accordée à l'avancée des différents membres du cadre inclusif sur ces questions de fiscalité internationale et de la mobilisation des ressources nationales aux yeux des dirigeants du G20. Donc, je souhaiterais que vous compreniez comment nous avons rédigé ce rapport. Eh bien, nous nous sommes penchés sur différents événements, différentes consultations qui ont eu cours l'an dernier, qui ont eu lieu l'an dernier, au cours de plusieurs mois. L'objectif de ce processus était vraiment d'entendre toutes les perspectives, de se pencher sur un très large domaine. Nous souhaitions entendre toutes les juridictions et également celles qui ne font pas partie du cadre inclusif. Donc, vous pouvez voir sur cette diapositive, normalement, que nous avons eu différentes consultations régionales au cours de 6 événements. Il y avait 675 participants qui venaient de plus de 155 juridictions. Donc, vous pouvez voir au vu de ces chiffres que nous n'avons pas simplement parlé à nos interlocuteurs habituels du cadre inclusif. Nous sommes allés plus loin, nous avons
aussi écouter les points de vue des pays des juridictions qui ne sont pas membres du cadre inclusif. Ce qui concerne les résultats du rapport, je vais entrer davantage dans les détails dans quelques instants, mais juste pour que vous ayez une idée de la structure du rapport. Il est disponible en ligne, d'ailleurs, soit dit en passant. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le trouver sur notre site Internet. Donc, nous avons 5 chapitres dans le rapport. Le premier inclut un bilan sur la mise en œuvre des BEPS par les pays en développement membres du cadre inclusif. Et comme je l'ai dit au départ, il ne s'agit pas simplement des normes minimales, mais aussi les progrès sur d'autres mesures pour lutter contre le BEPS, contre l'érosion de la base d'imposition et des transferts de bénéfices. Nous avons également abordé d'autres défis dans la mise en œuvre du BEPS. Le deuxième chapitre se base sur financer les régulations plus généralement, notamment la mise en œuvre des normes par les pays en développement et les lignes directrices qui pourraient aider à rendre ces programmes plus efficaces et plus pertinents aux besoins et aux priorités de ces pays en développement, ainsi que au vu de leurs contraintes en termes de capacité. Le troisième chapitre se penche sur l'assistance technique et le renforcement des capacités et le rôle que ces aspects jouent dans le soutien apporté aux pays en développement dans le cadre du cadre inclusif et dans le cadre de la mobilisation des ressources nationales plus largement. Le chapitre suivant se penche sur le cadre inclusif en lui-même, le gouvernement, les dirigeants de ce cadre et certains des aspects pratiques lorsque l'on participe à ce cadre pour les pays en développement qui ont moins de capacités. Il s'agit de l'inclusivité réelle et pratique pour ces pays. Le dernier chapitre est très ouvert et se penche sur l'avenir, sur la ressource des mobilisations nationales de façon plus large et la possibilité d'utiliser ce modèle de cadre inclusif pour d'autres domaines qui pourraient bénéficier de ce type de multilatéralisme dont nous avons bénéficié pour ce cadre inclusif. Donc, d'autres aspects au-delà de BEPS qui pourraient utiliser ce cadre inclusif à l'avenir. Alors, j'aimerais vous parler de certains des résultats de ce bilan qui a été fait. Gardez à l'esprit que nous l'avons fait il y a 9 mois maintenant, donc en juillet l'an dernier. Donc, certaines de ces conclusions sont peut-être un petit peu obsolètes maintenant, mais cela faisait déjà 5 ans, en juillet 2021, que le cadre inclusif existait. Donc, bien que les chiffres ont peut-être changé depuis juillet dernier, je pense qu'ils sont toujours de bons indicateurs de la situation encore aujourd'hui. Un autre point important à prendre en compte ici, les chiffres et les pourcentages que vous allez voir à l'écran sont la définition des pays en développement. Et ils sont là pour faire un bilan. Il s'agit de pays en développement qui ne sont pas membres du G20. Donc, c'est peut-être une sous-catégorie de pays en développement un petit peu plus étroite que la définition que l'on aura habituellement des pays en développement. Donc, ce que vous pouvez avoir à l'écran ici, vous pouvez constater que nous avons utilisé différents types de mesures pour en savoir plus sur les actions BEPS. Et les progrès sont assez variés. Il y a beaucoup de soutien de la communauté du cadre inclusif pour le programme BEPS en général, mais bon nombre de pays en développement ont encore une courbe d'apprentissage assez conséquente à faire. Il y a de nombreuses opportunités pour capitaliser sur les bénéfices potentiels de la mise en œuvre de ce programme. Les retours que nous avons eus de la part de nombreux pays en développement, c'est que le manque de capacité, les contraintes de capacité ou la concurrence entre capacités est vraiment le principal obstacle à leur progrès dans ce domaine. Donc, quelques points que je souhaite souligner. Je vais revenir sur cette diapositive plus tard, mais le point sur les pays, les rapports pays par pays
sont importants, nous y reviendrons. Nous avons vu bon nombre de progrès dans de nombreux pays en développement, ce qui concerne l'action 13 pour le rapport pays par pays. Mais en fait, lorsqu'on regarde toutes les exigences de l'action 13, on considère qu'en fait, on réalise qu'un nombre réduit de pays, seulement 3 à l'époque, n'avaient répondu à toutes les exigences de l'action 13 pour pouvoir recevoir des rapports pays par pays. Donc, je crois que cela illustre bien que malgré les progrès, dans certains cas, la mise en œuvre complète qui permettrait d'obtenir tous les bénéfices de ces actions BEPS peut prendre un peu plus de temps que ce que nous avions anticipé au départ, peut-être. Peut-être que c'est lié au fait qu'il s'agit de mesures nationales, peut-être que ce sont des thèmes sur lesquels nous pouvons encore nous améliorer, apprendre, afin de pouvoir mieux soutenir les pays pour qu'ils puissent tirer des bénéfices plus rapidement de ces actions. En termes de délai, ici, il y a beaucoup de tensions. Si on pense à la solution à 2 piliers et le niveau atteint en octobre dernier, il y a vraiment beaucoup de pression pour que nous avancions rapidement pour atteindre le niveau escompté. Lorsque l'on réfléchit à la perspective du ministre des Finances, par exemple, il se penche sur le problème des défis fiscaux liés à la numérisation, et cela fait seulement une dizaine d'années qu'ils le font. Donc, bon nombre de ces ministres ont vraiment hâte de pouvoir être capables de mettre en œuvre quelque chose qui fonctionne réellement. Et il souhaitait le faire hier, même pas cette année ou l'année prochaine, mais vraiment, il aurait fallu le faire hier. Donc, il y a vraiment beaucoup de pression quant à la capacité des gouvernements des pays avancés, comme les pays en développement, d'avancer à la même vitesse, en fait, que toutes ces complexités, que toutes ces réunions, etc. Donc, il y a vraiment une tension entre les pays qui souhaitent avoir un petit peu plus de temps pour décanter toutes ces informations et ceux qui souhaitent avancer le plus rapidement possible. Et bien que j'ai utilisé l'exemple de la solution à 2 piliers, je crois que ce type de situation existe en termes généraux également, pas seulement sur cette question-là. Je ne vais pas trop me pencher sur les détails de cette diapositive, je souhaitais juste l'inclure pour illustrer ici l'influence des pays en développement et celle qu'ils ont sur l'accord à 2 piliers. Il y a une autre session spécifique là-dessus plus tard aujourd'hui, donc ceux que ça intéresse et qui sont peut-être déjà inscrits, n'hésitez pas à participer à cette session. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je souhaitais juste dire que c'était vraiment un changement considérable lorsqu'on regarde l'influence des pays en développement sur des aspects vraiment concrets, matériels de cette solution à 2 piliers. Quelques diapositives concernant cette solution à 2 piliers ici, qui sont spécifiques concernant l'assistance technique et le renforcement des capacités. Je vais revenir là-dessus également lorsque je serai à la partie des recommandations. Il y a eu vraiment des recommandations très importantes dans le rapport pour le renforcement des capacités en relation avec la solution à 2 piliers en particulier. Sur cette diapositive et la suivante, nous avons certains des aspects des besoins en capacité des pays en développement au vu des piliers 1 et 2. Lorsque nous parlons de la mise en œuvre ici, je pense qu'il faut que l'on inclue également non seulement la mise en œuvre une fois que ces politiques, les règles et lois ont été adoptées et finalisées et sont en force, en vigueur, mais lorsqu'on parle de la mise en œuvre dans ce cadre, on parle aussi de la mise en œuvre dès maintenant, dès le début de cette année, même dès octobre dernier. Il s'agit des pays qui doivent être impliqués dans le peaufinage des aspects politiques, et il y a encore des discussions à ces sujets-là aujourd'hui. Il y a un groupe de travail
TFDA à l'heure actuelle, il y a eu déjà 11 réunions, je crois, pour aborder les aspects politiques des piliers 1 et 2. Et une fois que ce processus sera terminé et que nous avons des accords de coordination sur ces aspects politiques, les pays devront mettre en œuvre des régulations nationales, des lois nationales, des processus administratifs et des pratiques pour opérationnaliser ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Et une fois cela fait, et seulement une fois que cela aura été fait, eh bien, l'aspect de respect de ces obligations est celui sur lequel nous penchons. Donc, nous avons une liste pour le pilier 1 et pour le pilier 2 ici, pour le pilier 2 sur la diapositive suivante, sur lesquels nous sommes en train de nous pencher et que nous envisageons déjà. Cela ferait partie de notre plan de renforcement des capacités et d'assistance technique. Je vais maintenant passer aux principales recommandations que vous trouverez dans le rapport. Tout d'abord, une recommandation générale qui est vraiment au cœur de notre rapport. Il s'agit d'une recommandation de haut niveau et vraiment générale, en particulier pour continuer dans cette voie, pour continuer notre travail, afin de nous assurer que nous continuons de suivre les progrès des pays en développement, au niveau du G20 également, ainsi qu'au niveau du cadre inclusif, et de s'assurer qu'à ces niveaux les plus hauts, les priorités, les points de vue, les retours des pays en développement sont pris en compte et continuent d'alimenter les avancées du cadre inclusif. Donc, je pense que c'est un aspect absolument crucial. Il faut s'assurer que ce cadre répond aux besoins et aux priorités des membres et qu'il bénéficie à ses membres, malgré le fait que ce cadre, au départ, était le mandat, était vraiment le résultat du travail du G20. Donc, on doit essayer de clore la boucle, en fait, du cadre inclusif. Il faut que tous les pays en développement soient représentés et cela doit fonctionner pour tous les membres sur un pied d'égalité. Donc, cette recommandation est valable pour notre travail en cours. Nous devons tous être très conscients du fait que bien que nous serons toujours sous une certaine direction du G20 dans le cadre inclusif, eh bien, nous devons nous assurer que nous avons des mécanismes en place pour entendre la vision, les priorités, les perspectives des pays en développement, que ceci soit inclus dans ce processus, même au niveau les plus stratégiques. Une autre recommandation de très haute priorité, il y a deux niveaux de recommandation, de priorité de recommandation. Il y a les 5 premières que j'ai mentionnées tout à l'heure. Ensuite, nous avons une série d'autres recommandations qui tournent autour des différents chapitres du rapport. Donc, voilà les recommandations qui ont la plus haute priorité dans le rapport. Commençons par celle de gauche, parce que je l'ai déjà mentionné, elle a trait à l'importance de l'assistance technique et des renforcements des capacités, du soutien que l'on peut apporter dans ces domaines pour les pays en développement, afin que ces derniers, ceux qui ont des capacités moins élevées, puissent continuer à participer aux discussions en cours, et ce, sur un pied d'égalité réel, afin que le cadre inclusif soit de plus en plus représentatif de chacun des membres. Et à l'avenir, cela permettra également d'adopter la solution à 2 piliers, de la suivre, de suivre son mise en œuvre à travers le monde. Donc, à gauche, ici, on peut voir une recommandation pour envisager comment nous pouvons assurer que les rapports pays par pays soient plus accessibles aux pays en développement. Ces rapports sont vraiment la mesure phare de la première phase du projet BEPS qui s'est clos avec le rapport BEPS en 2015. Ils sont un outil crucial qui devrait être disponible à tous les pays pour évaluer les risques. C'était vraiment toute la raison pour laquelle on a lancé ce travail. C'était absolument crucial pour tous les pays d'être capables d'avoir accès à ces rapports pays par pays qui leur reviennent de droit, tout en comprenant qu'il
il y a des informations sensibles et confidentielles dans ces rapports qui doivent être protégées. Donc, il y a des mécanismes en place pour ce faire. Maintenant, il s'agit de savoir comment faire en sorte que les pays en développement puissent plus rapidement avoir accès à ces rapports pays par pays afin de pouvoir partager les bénéfices de ces informations et mener des évaluations de risque BEPS plus poussées. La recommandation de haute priorité suivante sont les différentes organisations en place pour amplifier la voix des pays en développement afin de s'assurer qu'il y ait vraiment un pied d'égalité au sens pratique dans ce cadre inclusif. Donc, il y a différents aspects qui sont couverts ici. On envisage réellement des changements structurels pour pouvoir ancrer dans ce cadre, au sein de la structure même du cadre, des opportunités pour les pays en développement de faire entendre leur voix. Nous souhaitons également mettre à jour le mandat du groupe consultatif des économies en développement, des économies partenaires. Et nous souhaitons faire cela au niveau les plus élevés également. À l'écran, nous avons également une recommandation de haute priorité sur les services TVA. C'est parce que sous l'action 1 du BEPS, nous avons des doublons entre la TVA et la GST. Nous savons que les normes internationales ont vraiment été adoptées dans la plupart des pays à travers le monde, la TPS, la taxe sur les biens et services, plutôt. Et ainsi, nous estimons qu'il y a là une opportunité réelle de pouvoir tisser une relation plus étroite entre la TVA avec le groupe de travail 9 et les forums mondiaux et la TPS dans le cadre du cadre inclusif. Nous pensons qu'il y a des synergies tout à fait possibles là-dessus. L'autre recommandation qui est identifiée dans le rapport, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, elle se trouve dans différents chapitres. Donc, sous le chapitre des normes internationales et des orientations connexes, et nous avons identifié vraiment l'érosion de la base comme une difficulté vraiment actuelle, et il y a davantage de guides et d'assistance qui pourraient être fournis là-dessus. Sous l'action 4, certaines réponses ont été apportées, mais les pays nous ont dit qu'ils ont déjà des problèmes avec les royalties trop élevées, des paiements liés à l'érosion de la base. Donc là, je pense que nous avons une opportunité de fournir davantage d'outils et d'aides à ces pays. À droite, nous avons un thème qui se penche sur la taxation efficace et efficiente des ressources naturelles, lesquelles sont bien sûr très importantes pour un bon nombre de pays en développement qui sont membres. C'est pour ça que nous nous sommes penchés sur la taxation de ce secteur en particulier. Nous travaillons là-dessus en partenariat avec le Forum d'administration fiscale d'Afrique et le Forum intergouvernemental sur le développement durable et la métallurgie. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait besoin de se focaliser de façon vraiment efficace sur ces domaines pour la mobilisation des ressources nationales dans certains pays. L'autre aspect qui est pertinent ici, c'est qu'il s'agit d'un espace très dynamique. En effet, le monde est confronté aux défis du changement climatique et toutes nos économies vont devoir évoluer au vu de ce changement climatique. D'autres recommandations concernant le renforcement des capacités et l'assistance technique. Il y a donc en soutien au programme de la mise en œuvre du deuxième pilier, nous recommandons de continuer à intensifier et étendre le travail pour renforcer les capacités, notamment sur les conventions fiscales. Pas mal de demandes de la part des pays en développement, renforcer également les inspecteurs des impôts sans frontières
avec notamment ce travail d'apprentissage par les pairs. Il s'agit d'une manière très concrète de renforcer les capacités. Les pays apprennent en pratiquant et cela permet de passer au-delà des formations théoriques et d'être très concret dans la conduite de ce soutien au renforcement des capacités. Nous voyons de plus en plus de demandes pour des types d'approches similaires à l'ISD, l'ISF, notamment dans des situations où il y a des experts de l'ISF des pays en développement eux-mêmes, une coopération sud-sud qui est particulièrement importante, puisque cela veut dire que les experts eux-mêmes auront une compréhension très forte des capacités, des contraintes, des priorités de leurs propres institutions. Enfin, en matière de renforcement des capacités et assistance technique, c'est une manière d'assurer une meilleure sensibilisation politique. Et au départ du cadre inclusif, nous étions peut-être un peu optimistes et nous n'étions pas assez concentrés là-dessus. C'est peut-être pourquoi certains changements législatifs ont pris relativement du temps à se matérialiser. Et lorsqu'on a parlé avec les pays en développement, nous avons compris les difficultés qu'ils rencontrent régulièrement pour faire participer les parties prenantes de haut niveau, ministères, partis politiques, pour qu'ils mettent les réformes concernant le BEPS en priorité. Et donc, cette capacité à communiquer, à partager des outils doivent être présentés à ce niveau politique de haut niveau. Et donc, en tant que geeks fiscaux, il n'y avait peut-être pas besoin de rentrer tant dans les détails, mais plutôt d'avoir un haut niveau, un aperçu de haut niveau pour les représentants politiques dans les pays eux-mêmes. Une autre série de recommandations concerne également la question de la gouvernance du cadre inclusif et les aspects plus techniques. Et ceux à l'écran se concentrent vraiment sur les aspects plus techniques. Nous avons eu 2 ans de réunions en ligne compte tenu de la situation liée au Covid. Et je pense que maintenant, nous sommes tous fatigués de cette pandémie de Covid et attendons avec impatience de revenir à la normalité. Mais s'il y a bien un avantage qu'a offert cette situation, c'est que nous avons pu organiser des réunions en ligne, permis de se débarrasser un peu de la charge liée au temps de voyage et au coût de voyage, notamment pour les pays qui ont des capacités limitées, pour qu'ils participent à des réunions, puisque habituellement cela se tient dans notre centre de conférence à Paris. Et donc, cela a peut-être été finalement une ligne de crête sur laquelle nous avons dû naviguer, et nous savons qu'il y a des choses positives avec les formats en ligne et d'autres aspects qui présentent d'autres difficultés. Et donc, lorsqu'on essaye de négocier des questions très techniques, très complexes, avec toute une variété de points de vue, eh bien, parfois, les réunions présentielles peuvent être une manière bien plus efficace d'y arriver. Et donc, à l'avenir, nous espérons arriver vers la fin des réunions purement en ligne. Nous espérons retrouver des réunions présentielles durant l'année 2022. Eh bien, nous souhaitons être en mesure de conserver les meilleurs aspects des 2 formats pour nous assurer que nous avons la capacité d'organiser des réunions en ligne lorsque cela est approprié, tout en continuant les réunions en présentiel lorsque cela est nécessaire pour soutenir les pays en développement afin de surmonter ces contraintes en matière de ressources pour qu'ils puissent participer aux réunions en présentiel également. Excusez-moi. Une autre recommandation sur ce sujet, nous savons l'importance de l'assistance technique sur les questions techniques, bien sûr, mais également sur ce qu'on appelle les qualités personnelles
pragmatique, de négociation, pour s'assurer que les pays en développement puissent être vraiment efficaces dans leur travail de plaidoyer dans ces réunions multilatérales assez complexes. Ça peut présenter pas mal de défis si vous y avez déjà participé. Dernière recommandation sur cette diapo est également très intéressante. Nous avons trouvé des opportunités qui présente de grandes promesses en matière de participation active. Cela concerne notamment la collaboration régionale. Et cela fait partie des sujets principaux, puisque nous avons organisé ces consultations régionales et nous avons vu que ce type d'approche était particulièrement apprécié des participants. Bien sûr, il y a beaucoup de diversité, notamment même au sein d'une même région, mais nous avons vu que cette approche régionale permettait aux pays de capitaliser sur les points communs qu'ils pouvaient avoir dans cette même région, notamment le fait d'être sur un même fuseau horaire, pas besoin de se lever en pleine nuit pour se rendre à une réunion sur le fuseau horaire européen. Dans certains cas, le fait d'avoir une langue commune, et c'est particulièrement le cas en Amérique latine d'ailleurs, ou même le fait de connaître un pays voisin, cette familiarité permet également d'avoir un lien plus proche que dans des groupes globaux. Et donc, nous avons vu que cette approche était bien reçue et nous travaillons beaucoup avec nos partenaires régionaux afin d'accroître la part de cette collaboration régionale. Enfin, dernière recommandation concernant les fonctionnalités du cadre inclusif. Elle se projette vraiment dans l'avenir, à la fin du rapport, à savoir que le cadre inclusif devrait prendre en compte les priorités des pays en développement en matière de dialogue multilatéral pour s'attaquer aux questions liées au BEPS. Et nous le voyons beaucoup, notamment à travers les discussions au G20, sur des aspects où le cadre inclusif pourrait servir de modèle pour le dialogue multilatéral au-delà du BEPS à l'avenir. Concernant ce que nous avons fait depuis la publication du rapport, je voulais me concentrer notamment sur ces recommandations plus larges et un des aspects probablement les plus importants du rapport. Le dialogue en cours et le suivi en cours des priorités et points de vue des pays en développement. Et donc, pour suivre la publication du rapport, il y a eu une table ronde ministérielle organisée par le ministre des Finances de la Jamaïque, l'honorable Hon Nigel Clarke. Et donc, très rapidement après la publication du rapport, cette table ronde a été organisée. Elle incluait un certain nombre de ministres, vice-ministres et représentants de haut niveau de nombreux pays membres du cadre inclusif afin de parler du rapport, des recommandations du rapport et plus particulièrement pour prendre en compte leurs priorités par rapport à ces recommandations. Le ministre Clarke a publié une déclaration, un rapport de résultats à la suite de cette réunion en établissant des priorités à partir du point de vue des ministres des Finances ou leurs équivalents de haut niveau. Et j'ai inclus certains extraits de cette déclaration, ce rapport de résultats à la prochaine diapo. Le ministre Clarke a notamment identifié comme priorité importante le fait que les pays en développement s'attendent souvent à bénéficier de ces règles fiscales. Et donc, les pays en développement n'ont pas rejoint le cadre inclusif simplement parce que c'était obligatoire. Il est tout à fait raisonnable que tous les membres du cadre s'attendent à bénéficier de ces règles fiscales internationales. Et afin que cela devienne une réalité, le renforcement des capacités et l'assistance technique en sont une composante clé. Le ministre, M. Clarke, était d'accord sur le fait qu'une assistance technique, un programme complet qui s'adapte aux besoins des pays en développement devrait être une priorité en matière de mise en œuvre des deux piliers du paquet de règles fiscales internationales. Il a également mentionné le fait qu'il était nécessaire de s'assurer que le système fiscal international prenne en compte le contexte des petits pays insulaires en développement et plus largement que
dans la mise en œuvre de l'agenda du BEPS, les réalités, les circonstances, le contexte de ces pays en développement soient également pris en compte. Et il a notamment insisté sur l'exemple des rapports pays par pays et les défis que ces pays en développement rencontrent dans ce contexte. Et donc, on revient à nouveau sur le point que j'ai mentionné tout à l'heure. En plus de ce rapport, il a également identifié des priorités, la structure notamment, et de gouvernance du cadre inclusif qui pourrait évoluer pour être encore plus représentatif. Il a également une réflexion sur et a demandé à ce qu'il y ait une réflexion plus efficace sur les organes régionaux afin d'améliorer la participation dans le cadre inclusif. Enfin, au-delà du mandat actuel du cadre inclusif, plusieurs aspects ont été identifiés qui pourraient bénéficier du modèle du cadre inclusif dans le dialogue international. Il a notamment identifié les questions liées à l'action climatique, la fiscalité carbone, les objectifs du développement durable et la numérisation de l'administration fiscale comme des domaines qu'il considérait comme des opportunités significatives. Voilà donc pour un résumé du rapport et les différents résultats du rapport, les avancées réalisées depuis la publication du rapport, notamment à la suite de cette table ronde ministérielle. Je vais donc maintenant passer à la deuxième partie de notre session. Nous allons avoir une discussion et j'ai l'honneur de vous présenter deux panélistes très distingués, vice-ministre Rami Youssef et Pandey Putu Okakusomani d'Indonésie. J'espère bien avoir prononcé vos noms. Je souhaiterais vous remercier tous les deux. Je sais qu'il s'agit d'une époque très chargée en ce moment. J'apprécie que vous ayez pris le temps dans vos agendas chargés pour participer à cette session. Nous vous souhaitons à tous les deux la bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Tout d'abord, l'Égypte. Le ministre délégué Rami Youssef, il est directeur du département de la politique fiscale au ministère des Finances et il a mené des réformes de politique fiscale en Égypte. C'est une tâche très importante puisque le gouvernement égyptien est en train de mettre en œuvre de nombreuses réformes en ce moment. Rami, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Vous et votre ministre des Finances, Dr Maït, avez participé à la table ronde ministérielle du ministre Clark. Pourriez-vous nous donner le point de vue de l'Égypte sur vos priorités clés concernant les recommandations du rapport? Merci beaucoup pour cette présentation et cette présentation très riche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Selon votre fuseau horaire, bien sûr. J'aimerais vous remercier pour votre invitation et cette opportunité de m'exprimer dans le cadre de ces discussions importantes sur les pays en développement et le cadre inclusif. Bien sûr, j'aimerais également remercier l'équipe de l'OCDE d'avoir organisé ces journées sur la fiscalité et le développement. Nous sommes ravis de voir les résultats de ce travail, ce dur labeur et nous espérons le plus grand succès à ces réunions, très réussies d'ailleurs, dans cet environnement en ligne. Concernant les sujets de discussion qui sont les nôtres, il y a eu beaucoup d'avancées réalisées en travaillant ensemble sur un pied d'égalité et en partageant les évolutions en matière de fiscalité internationale. Ensemble, nous avons pu accomplir de nouvelles choses, notamment la conception de réformes fiscales internationales initiées par le cadre inclusif sur le BEPS, avec ses résultats finaux et ses recommandations concernant la solution à deux piliers, notamment en matière de numérisation de l'économie. Depuis 2016, l'Égypte jouit d'une très bonne coopération avec l'OCDE en mettant en œuvre les normes minimales sur le BEPS et les réformes fiscales avec des réformes législatives importantes,
tout en renforçant les capacités de l'administration fiscale, afin de soutenir la mise en œuvre des normes fiscales internationales, notamment en matière d'évitement fiscal. Le rapport de l'OCDE pour les pays du G20 et les pays en développement sur le cadre inclusif indique plusieurs recommandations. Nous pensons que ces recommandations sont pertinentes. Cependant, si vous le permettez, je voudrais partager trois des priorités que nous considérons en la matière. Tout d'abord, deux aspects liés au renforcement des capacités et l'assistance technique. La première concerne le fait de s'assurer que les pays en développement peuvent adapter la mise en œuvre de la mesure basée sur deux piliers de manière appropriée et rapide, notamment sur les domaines qui présentent le plus de défis, les conventions multilatérales notamment. Le soutien doit prendre en compte les ressources nationales, leur mobilisation pour les pays à basse capacité. Le deuxième aspect concerne le fait de renforcer le travail des inspecteurs des impôts sans frontières. L'ISF a eu un impact positif en matière de renforcement des capacités, notamment concernant les transferts tarifs. Et dans le cadre de ce programme et de soutien, en 2021, l'administration fiscale a pu finaliser des audits et des ajustements pour un montant de 140 millions de dollars. 32 millions de dollars de recettes ont été récupérés et nous assurons ainsi que les entreprises multinationales soient imposées de manière pertinente et juste. Deuxièmement, et à la lumière de la plus grande importance de ce sujet, il faut travailler notamment sur les impôts sur la consommation et le cadre inclusif, et ces parties prenantes devraient prendre en compte la possibilité d'intégrer l'ISF dans le cadre du cadre inclusif. En matière de coopération avec l'OCDE, en décembre 2021, l'Égypte a introduit un système de TVA sur le commerce en ligne et il est important de promouvoir une plus grande coopération entre les pays en développement pour qu'ils partagent leur expérience en matière de TVA sur le commerce en ligne. Enfin, nous recommandons de continuer l'assistance technique adaptée et les initiatives de renforcement des capacités qui montrent clairement des avantages significatifs et améliorer ce travail de renforcement des capacités sur la question des conventions fiscales, la prévention également et la résolution des litiges fiscaux à travers l'utilisation de la procédure de multi-accord. D'autres domaines sont des priorités pour l'Égypte également. Comme vous l'avez dit, et ont été identifiés durant la table ronde ministérielle organisée par le ministre des Finances de la Jamaïque, Sa Majesté Clark, en novembre 2021, notamment sur la numérisation de l'administration fiscale, le travail politique fiscal concernant le changement climatique aussi. L'Égypte va accueillir la COP27 cette année. Et avant cela, nous avons déjà été très actifs dans le domaine du changement climatique, étant le premier pays de la région à émettre des obligations vertes. Et je pense que la sensibilisation sur ce sujet en matière de politique climatique, en réduisant notamment et en suivant ces recommandations, est tout à fait cruciale. Merci beaucoup. Merci Rami, c'était vraiment très intéressant. Clairement, nous avons encore beaucoup de travail à réaliser ensemble et j'ai hâte que nous continuions cette coopération avec l'Égypte. C'est toujours un plaisir de vous parler. Vous avez insisté au départ sur l'importance de l'assistance technique et du renforcement des capacités sur le paquet fiscal international basé sur les deux piliers. Et si vous ne nous avez pas entendu tout à l'heure, nous aurons une autre session plus tard, aujourd'hui, sur ce sujet. Et donc, si vous êtes particulièrement intéressé par ce sujet, vous devrez suivre la troisième session.
Sans plus attendre, je vais maintenant me tourner vers l'Indonésie, notre prochaine intervenante, directrice de la politique fiscale au sein du ministère des Finances et en plus de ses nombreux postes au niveau national au sein du ministère des Finances en Indonésie, Pandey Putu Oka a également été nommé au Comité des Nations Unies d'experts sur la coopération et la fiscalité internationale. Pourriez-vous nous donner votre point de vue sur le rapport et ses recommandations? Ce qui m'intéresse, c'est non seulement le point de vue de l'Indonésie en tant qu'économie émergente et membre du cadre inclusif, mais également particulièrement parce que l'Indonésie est présidente du G20 cette année. Merci. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette présentation très complète et également à Monsieur Youssef d'avoir présenté son point de vue. Le rapport de l'OCDE se concentre sur l'importance d'une collaboration continue, notamment en matière de développement de fiscalité internationale. Et comme vous le savez, l'interprète n'entend pas l'intervenante. Et donc, les impacts sont assez significatifs. La rapidité des changements économiques n'est souvent pas équilibrée en matière d'ajustements fiscaux, sans parler des discussions au niveau mondial, qui souvent n'incluent pas toutes les parties compte tenu des difficultés liées aux fuseaux horaires et des différences d'intérêt. Mais souvent, cela est lié entre les pays. Et donc, il est important d'avoir une coopération continue, de partager les expériences, les connaissances, les points de vue, notamment en matière d'aspects liés à l'imposition internationale. Et ainsi, les pays peuvent adapter cela en fonction de leur évolution économique et leur contexte local. Ce sujet est à l'agenda du G20 depuis plusieurs années, notamment en reconnaissant un besoin de renforcement des capacités pour améliorer le système fiscal et la collecte des recettes fiscales. Pour les pays en développement, cela peut être utile pour être moins dépendant de l'aide internationale. Des efforts également de renforcement des capacités en matière de mobilisation des ressources nationales. Cela permet également une participation plus importante en matière de transparence fiscale, d'évitement de l'imposition avec le projet lié au BEPS. Concernant la déclaration de 2020, il inclut également le cadre inclusif 2020 de l'OCDE, le rapport, notamment en matière de révision des progrès des pays et également des domaines de ressources, de mobilisation des ressources au niveau national. Le G20 a également demandé à ce que le rapport sur le cadre inclusif, qu'il continue, notamment en matière de mise en œuvre du travail de la task force pour qu'il s'adapte aux besoins des pays à ressources limitées. Le rapport de l'OCDE de 2021 a été très utile afin de faire un inventaire de la situation des pays en développement, notamment sur ce qui peut être amélioré pour une meilleure participation et une participation plus efficace. Et sur ce sujet, en matière de soutien,
on peut dire qu'il y a au moins 3 choses: l'assistance technique et le partage des connaissances notamment. Cela est bon, il faut continuer, même s'il y a déjà plusieurs initiatives dans le domaine de la fiscalité internationale, notamment sur les sujets qui présentent pas mal de défis qui sont difficiles à comprendre, notamment le plan d'action sur le BEPS, les questions hybrides, les pratiques fiscales dommageables, le transfert de prix et les rapports pays par pays. Cela inclut plusieurs aspects qui nécessitent une compréhension totale et peuvent être difficiles à comprendre compte tenu de leur aspect complexe. Et même si nous comprenons bien comment il est possible de réformer certaines choses, la question qui se pose, c'est comment utiliser ou optimiser ce travail afin d'accroître la mobilisation des ressources nationales. Il s'agit d'un autre sujet sur lequel nous devons encore travailler, nous devons compléter le travail qui a déjà été réalisé pour s'assurer qu'il y ait bien une compréhension du même niveau pour bien comprendre ce sujet et également le fond. Et la plupart du temps, avec ce genre de programme, cela peut aider à mieux comprendre ce sujet. Et donc, nous nous attendons à ce que cela améliore les performances actuelles à l'avenir. Et donc, il y a déjà une compréhension du sujet, mais ensuite, il faut le projeter dans l'avenir afin d'avoir des performances meilleures à l'avenir. Concernant le partage d'expériences et l'assistance technique, lorsque l'on parle notamment de la question de la fiscalité de l'économie numérique, les piliers 1 et 2, après des progrès initiaux, lorsque cela sera finalisé, on pourra avoir des discussions et un partage d'expériences qui permettra de faire l'objet d'un sujet principal. Il faut continuer à travailler de manière cohérente et continue, notamment dans le cadre de la présidence indonésienne du G20. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir autant de soutien de partenaires que possible, notamment en matière de renforcement des capacités adaptées au pays et d'assistance technique. Lorsqu'on parle des situations des différents pays sur certains sujets, il faut s'adapter afin que cette assistance puisse être utilisée. Il faut donc adapter cela en matière de mise en œuvre pour qu'il y ait une mise en œuvre appropriée et rapide. Sinon, la mise en œuvre au niveau mondial de ces initiatives nécessite qu'il y ait cette compréhension en amont, avant la mise en œuvre. À un autre niveau, même pour l'imposition, au-delà des problèmes de prix-transfert et de BEPS, même si pour ce qui n'est pas dans les accords mondiaux, lorsque l'on parle de mesures unilatérales, il est toujours important de mettre au point des expérimentations en particulier pour apprendre et pour savoir comment cela s'applique à chacun des pays ou juridictions respectives et pour comprendre les différentes implications que cela peut avoir dans ces pays et dans ces juridictions. Et en particulier lorsqu'elles sont appliquées sur le terrain. À l'heure actuelle, l'échange d'informations à ce sujet
voilà des initiatives qui sont très intéressantes et qui ont généré beaucoup d'intérêt lors des forums récents. Il faut aussi évoluer aussi rapidement que les technologies numériques dans ce secteur. Donc, nous devons vraiment prêter attention à ces sujets. Et c'est peut-être également un bon domaine pour améliorer nos contributions, renforcer nos informations, nos contributions. Avec la présidence du G20 cette année, l'une des priorités est l'inclusion. Le G20 doit travailler avec tous les pays sur toutes les politiques mondiales économiques, y compris sur l'imposition mondiale. Le rapport que vous avez présenté était un bon rapport, en particulier au vu des recommandations pour s'assurer que les pays en développement continuent de tirer parti de leur participation au cadre inclusif du G20 et de l'OCDE et pour s'assurer qu'ils continuent d'avancer dans la coopération fiscale internationale. Au début, vous avez parlé d'une table ronde entre pays en développement et membres du G20, laquelle a été organisée par l'Allemagne fin 2021. Nous souhaitons aller plus loin dans ce type d'opération sur l'imposition et le développement pour s'assurer qu'au-delà du renforcement des capacités, les pays en développement et les priorités BEPS de ces pays sont abordées. Il va y avoir un symposium pour les ministres, c'est prévu, parallèlement aux réunions en juillet 2022. Parallèlement à la réunion du G20 pour sensibiliser sur les questions qui importent particulièrement aux pays en développement. Parallèlement aux parties prenantes pertinentes, de concert avec elles, nous essayons de recevoir un maximum de retours d'expérience des participants. Et j'espère que de nombreux pays en développement vont participer, nous faire part de leur retour. Et peut-être que nous pourrons travailler là-dessus pour essayer de rédiger un rapport sur les résultats afin d'être sûr que nous nous comprenons les uns les autres sur ces questions importantes. Mélinda, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vous rends la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'exprimer notre point de vue. Merci beaucoup. C'était particulièrement intéressant. Clairement, il y a encore beaucoup de grains à moudre, mais je pense que nous sommes très reconnaissants du rôle moteur de l'Indonésie sur ces questions. Et nous souhaitons vraiment continuer dans cette dynamique. Eh bien, maintenant, je crois que notre session touche à sa fin. Nous manquons de temps, mais j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat et je vais essayer d'y répondre très rapidement. Et je vous prie de m'excuser si je ne vous donne pas une réponse très longue au vu du temps qui nous est imparti. La question était de Paul, il n'est pas tout à fait convaincu que les pays en développement aient besoin d'une formation longue sur l'action 1 parce qu'il n'y aura pas de bénéfices au court ou moyen terme. Et il estime qu'il y a d'autres points qui sont plus importants. Je pense qu'il y a différents aspects là-dessus. Bien sûr, les pays ont des capacités limitées et on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut faire, mais nous n'empêchons pas le renforcement de capacité sur le prix de transfert ou ces questions-là. Je crois que plus largement, les pays en développement ont besoin de participer à la mise au point des règles. C'est là que ça change la donne dans le cadre inclusif.
Et à l'heure actuelle, il faut soutenir les pays en développement à réellement, activement participer à cette discussion et les informer concernant les règles pour que celles-ci leur bénéficient à l'avenir. C'est vraiment une question fondamentale que celle de la participation. Il ne s'agit pas simplement de mettre en œuvre des règles sur lesquelles on s'est déjà mis d'accord à un autre niveau. C'est vraiment une réponse très brève. Nous pourrions en parler bien plus longuement, mais nous manquons de temps et je vais devoir donc m'arrêter là. Je ne vois pas d'autres questions. Marcelo a également répondu à Paul. Donc, peut-être que vous souhaitez regarder, jeter un coup d'œil à cette réponse. Si vous avez d'autres questions, je me réjouirai d'y répondre si vous nous écrivez par email pour que cette discussion continue. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons dépassé le temps imparti et je souhaite maintenant remercier nos orateurs et tous nos participants de s'être rejoints à nous aujourd'hui et j'espère vous revoir bientôt.